Quand la CAQ a pris le pouvoir, eux étaient convaincus, comme on nous laissait entendre que le Québec avait atteint et même dépassé les objectifs de Kyoto, ce que les écolos jovialistes, Chum, Landry Boisclair et compagnie disaient depuis des années, ben là, quand il est arrivé à la place, il s'est rendu compte que tout ça était faux. Il n'y avait pas eu de réduction. On avait même invoqué le fait que la fermeture de la raffinerie Shell avait permis de réduire de 2 % les émissions du Québec. Et on avait aussi parlé de l'amélioration de l'économie, mais en fait, il y avait eu un ralentissement économique. On s'attribuait ces réductions-là comme si elles participaient dans le plan d'action du Québec. Des efforts qu'on avait mis en place. Mais c'est là qu'on voit que quand la CAQ entre au pouvoir, ils entrent en pensant qu'ils ont en main des réductions significatives, mais ils se rendent compte que non seulement ils n'ont pas ces réductions-là, mais ils n'ont même pas rien de mis en place pour y arriver. OK? Par contre, on nous a pendant longtemps joué la comédie, on était les plus beaux, les plus fins, les meilleurs. Expliquez-moi le Suroît, expliquez-moi Rapaska, bon. Ouais. Puis bon. Puis en même temps, ben, on pense peut-être à une cimenterie, là, je me souviens d'une cimenterie à Gaspésie, où il y avait un l'écolo modèle canadien qui venait nous dire que c'était la plus belle, la meilleure et la plus efficace des cimenteries du monde. Et bien, Stephen Guilbeault a appuyé avec ses chums ce projet-là, qui est devenu la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Hein? Ça vous dit, c'est un peu ça, là, ces games-là. Là. Donc, il faut couper dans le cinéma, il faut couper dans les histoires, il faut être honnête, il faut être humble, il faut être respectueux des gens. Sinon, ben, on se condamne tous à un avenir qui va être bien, bien plus plat. Mais donc, il faut avoir des chiffres, il faut avoir des études, il faut être capable de démontrer ce qu'on... Puis, faut pas... Il y a la pensée magique au pays des licornes, ça fonctionne pas, là. Non, ben ça, c'est une des choses que je reproche beaucoup au mouvement environnemental à partir des années 2000, mais c'est le fan club. Une gang d'une génération qui a décidé de devenir les vedettes vertes, qui se sont attribuées, si on veut, toutes les compétences, qui, et ça faisait l'affaire des gouvernements, qui sont devenus les références souhaitées en environnement. Alors là, c'est l'ère du jovialisme. Vous les appelez les éco-vedettes, je pense. C'est ça. T'es voyant qu'à TV. Ouais. C'est ça. Alors, ces gens-là, à force de nous dire qu'on est beau, on est fin, on est bon, on réussit à endormir tout le monde et surtout cacher le fait que le Canada passait du 12e au 4e rang comme producteur de pétrole dans le monde. Et ses émissions ont suivi en même temps. Et moi, je disais à tout le monde, ben écoutez bien, là, c'est faux tout ce qu'on raconte. Là, le monde dit « Voyons donc, ça se passe pas de même au Canada, on peut pas nous compter des mandarines de même. » Je dis « Voyons donc, Simonac, les compagnies pétrolières font des guerres dans le monde. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Puis compter des menteries, là, c'est comme bien moins dur que partir d'une guerre. » D'ailleurs, on a de la misère à passer de la volonté politique aux actions politiques claires. Là. On a bien beau dire qu'on... Le vieux proverbe dit « Qui ne dit mot consent. » OK? Bien, l'envers, c'est l'action politique repose sur l'action politique exprimée. Par exemple, si on parle au plus acide, êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on laisse aller sachant que les forêts vont dépérir, que les lacs vont mourir? Ou êtes-vous d'accord à ce qu'on mette en place les moyens? Ça, c'est fait, ça. Et les gens ont dit oui. Voilà. Je veux dire, on peut pas être contre ça, mais quand on est un gouvernement et qu'on prône le respect de l'environnement, mais qu'on achète des pipelines, est-ce qu'on manque de conséquences? Là? Bien, ça, c'est ça. C'est là que ça nous ramène au fait que la désinformation peut prendre toutes sortes de formes. OK? Et dans les formes qu'on a eues, ça a été de nous faire croire que tout était beau puis qu'on va régler tous les problèmes d'une façon magique pendant longtemps. Mais ça, c'est foncièrement malhonnête. On a créé des acteurs, double jeu, qui faisaient croire qu'on est bon, qu'on va tout faire, mais pour gagner du temps. Aujourd'hui, le temps nous a rattrapés.
on est dans une phase où on parle maintenant d'économie verte. Les grands projets qui sont dans l'actualité, on peut mentionner Nordvolt, on veut faire une vallée de la batterie ou une vallée des énergies vertes. On met beaucoup de milliards dans ça. Est-ce qu'on fait la bonne chose? Je pense pas qu'on puisse aborder la question est-ce que c'est bon ou pas bon. Je pense que c'est comme un continuum. On est on utilise présentement beaucoup de ces batteries-là, non seulement pour les voitures, mais pour les téléphones, pour les ci, pour les ça, les appareils en tout genre. Et ça, on peut pas juste arriver puis dire bon, on sait que c'est un problème, on élimine ça. Ça marche pas de même. Donc, il faut arriver à des solutions qui vont nous amener à réduire notre consommation, non seulement d'énergie, mais notre consommation en général, parce qu'on est dans la société de consommation gaspillage. Donc, il faut éliminer le gaspillage. Pour éliminer le gaspillage, ben, la partie consommation comment je peux dire, de luxe ou de consommation inutile et qui ne sert finalement qu'à flasher ou à épater la galerie, ben ça, là, ça fait partie de ce qu'on doit abandonner. Okay. Puis il faut aller vers des valeurs qui sont beaucoup plus souhaitables. L'éducation, la santé, protéger nos communautés. Alors, l'économie verte, quand on aborde la question de l'économie verte, ben c'est pas une question de pièces. Il faut ouvrir beaucoup plus grand le concept d'économie. Et l'économie, parce que l'économie, c'est la façon de gérer aussi notre société. Notre économie en dépend. Et c'est pour ça qu'économie et écologie, c'est pas mal lié dans la sémantique ou dans la... Mais dans la vraie vie, on a voulu séparer ça. Mais au moment où on va rétablir, puis on le fait, là, on commence, on est obligé, ben on se rend compte qu'à tous les fois qu'on règle un problème en environnement, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la santé des gens, c'est bon pour notre environnement. Il n'y a que des bons côtés. Donc si on règle des problèmes environnementaux, on va contribuer à l'économie. De quelque part, là, on va créer des emplois, on va développer des choses. Ouais. Mais est-ce que la filière batterie, c'est une bonne... C'est une filière incontournable, quant à moi. Est-ce que c'est bon ou pas? Ben écoutez, si on pouvait développer la manufacture à tapis magique, ça serait pas pire. Ben on l'a pas, OK? Donc là, on doit faire des choix de moindre mal, si on veut. Et l'électrification des transports fait partie des choses à mettre en œuvre rapidement. Parce que la crise climatique, là, c'est urgence. Là. C'est pas penser que dans 25 ans, on va faire quelque chose. Non, c'est direct là. OK? Ben oui, il faut électrifier les transports. Maintenant, tout est dans la manière. Là. C'est comme pour les chefs-d'œuvre. C'est dans les détails qu'on voit si on a un chef-d'œuvre. Le détail, c'est que oui, il faut électrifier tous les usages qu'on peut, où on va remplacer du pétrole et du gaz ou du nucléaire, là, tous les combustibles fossiles, par autre chose. Mais en même temps, il faut réduire le nombre de véhicules, il faut réduire le nombre d'appareils. Bon, on ne peut pas se limiter à ça. Il faut aussi revoir la façon d'utiliser les modes de transport. Ben oui, parce que là, collectif, si on change chaque auto à essence pour une auto électrique, bien, il n'y aura pas plus de place en ville. Là. Ouais. Il va y avoir moins de pollution, mais on va être aussi poigné dans le trafic qu'avant. Hein? Bon, fait que ça, c'est pas la manière de faire la plus intelligente. La plus intelligente, c'est... transport collectif, électrifié. Mais pas c'est électrifié, il faut que ça marche. Le problème des transports collectifs, dans bien des cas, c'est que c'est pas efficace. Puis bon, c'est pas parce que le monde ne veut pas que ça soit efficace. Si c'était efficace, c'est le frais. Ben oui. Donc, mettons l'argent à la bonne place. Et là, oui, avec des transports collectifs électrifiés puis efficaces vraiment, bien, on va le réduire, le nombre de véhicules en déplacement, parce que le chiffre est connu, là, 95% du temps, notre auto reste dans la cour, ben, elle ne grouille pas. Oui. Bien, justement, il n'y a pas rien que les autos. Là, si on passe aux outils, les outils avec des batteries, bien, c'est la même affaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas partager les outils, penser à un système de partage d'outils? Ça commence tranquillement, pas vite. C'est comme ça qu'il faut apprendre à réduire notre consommation, notre utilisation de toutes sortes de produits qu'on sait qui sont comme à la source de bien des problèmes. Donc, il faut réduire notre consommation, puis il faut aussi passer dans un autre paradigme. Le temps des fossiles, le temps préhistorique est révolu. Il faut passer aux énergies vertes et renouvelables. Et mon slogan là-dessus, à cette heure, c'est il faut dire
Oui aux énergies vertes et renouvelables et non aux énergies redoutables. Redoutable. Ouais, en effet. Quand on dit ça, quand on parle de moyens comme ça, est-ce qu'on remet ça sur les épaules des consommateurs? Est-ce qu'on a l'impression que c'est comme si tu fais ton compostage à la maison, toi individuellement, tu vas résoudre un problème. C'est comme si on ramenait la solution uniquement sur les épaules des individus pendant que ce temps-là que les grandes entreprises ne prennent pas autant leurs responsabilités. Ben, je pense qu'il faut voir plus large que ça pas mal. Ouais. On est tous victimes et responsables. Puis il y a bien des niveaux dans cette affirmation-là. Il y a le niveau individuel, il y a le niveau communautaire, il y a le niveau national, il y a le niveau corporatif. Ouais. Bon, tout ça doit être... On doit chacun prendre nos responsabilités. Oui, et il faut que ça se fasse à tous les niveaux, puis on espère pas mal en même temps. Puis okay? dans le même sens. Oui, c'est ça. Fait que, mais moi, je suis contre l'idée de dire, ben là, on pointe les pauvres consommateurs qui sont eux autres qui sont responsables de tout. Ben, qui sont responsables de tout, puis qui sont les victimes de tout. Ben non. T'as le choix d'acheter ou pas acheter les bidules achetés après, là. Fait que comme consommateur, on a notre job à faire. Ouais. On n'est pas les seuls. C'est ça. Souvent, on voit les grandes rencontres, le COP machin, puis la rencontre de Paris. Puis c'est une machine à se donner des objectifs que personne travaille à rencontrer après. Oui, ben c'est ça que j'appelle là, le cinéma vert, et qui est vraiment, là, je dirais, là, symptomatique du début des années 2000. OK? Parce que jusqu'au début des années 2000, les engagements que nos gouvernements prenaient étaient relativement et généralement respectés, mais parce que les gens étaient mobilisés, parce que là, on ne laissait pas bien de jeu. Mais à partir des années 2000, apparaît l'ère du jovialisme, en environnement, où là, tout le monde est fin, tout le monde est beau, on est bon, puis on est ci, puis on est ça. Mais au bout de la ligne, le travail se fait pas. À COP21 en 2015 à Paris, on était parmi les quelques groupes dans le monde à dire c'est un accord non contraignant. Pas sûr que ça va être bien bon, là. Puis deuxièmement, on part avec des chiffres qui sont volontairement jovialistes. Bon, on a trompé tout le monde. On n'a pas pu changer quoi que ce soit, là. Et la population, moi, je pense que, tu sais, on s'est fixé des objectifs qui avaient du bon sens puis qu'on les réaliserait, là. Non, c'est ça. Ça, c'est l'image qu'on voulait nous donner. Dans la réalité, on a été vite à annoncer qu'une entente devenait un résultat de réduction d'émissions. Mais c'était pas ça. Il y avait une entente non contraignante qui fixait des objectifs, dont les objectifs étaient en deçà de ce qu'on avait besoin. Et là, on nous a enrobé ça là, pour nous faire croire que ça serait beau, que ça serait bon. Bien, déjà, les objectifs étaient trop peu, trop tard. On le savait déjà en 2015, mais dans un cadre non contraignant, ça valait même pas la peine de faire un party, là. On va contenir le réchauffement à pas plus que 2 degrés, et même on vise le 1,5 degré. Puis encore, dernièrement, certains éco-vedettes, politiques ou autres, continuent à dire que c'était possible. Mais les experts du climat, là, les vrais experts, là, ceux qui travaillent là-dedans, les James Hansen là, de la NASA, du GIEC, de plusieurs groupes de Copernicus, disent non, oubliez ça. Là, toute cette histoire-là là, de nos politiciens était basée sur des scénarios qui ont été présentés, puis il y avait un éventail de scénarios. Des scénarios les plus légers, optimistes, au pire. Et les politiciens ont toujours pris les scénarios les plus optimistes, les ont présentés comme presque réalisés, en se servant de chiffres qui sous-estimaient la réalité. Ça, là, tu peux pas tenir ça longtemps. La réalité à te rattrape, c'est pas là. Ben là, quand on parle de rivières atmosphériques, de canicules extrêmes, de feux de forêt comme on n'a jamais vu, ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce qu'on a essayé de cacher en disant, ben non, ça arrivera jamais. Les prévisions à long terme sont bonnes. Ben non.
les prévisions sont pas bonnes, puis ça va aller encore pire. Puis c'est ça qui est là, hein, je le disais tantôt, là. Tout au long qu'on nous a joué cette campagne de charme, qu'on est beau, qu'on est fin, les émissions du Canada, dont on nous a dit à tout bout de champ qu'on avait réduit, qu'on est bon, quasi que ça, ils n'ont jamais diminué. Ils augmentent toujours. Et on est dans les pays riches. Le pire exemple, on a même été qualifié par Oil Change International, du monde qui sont dans le domaine pétrolier, d'hypocrites climatiques. Eux autres, ils disent, on a pris des engagements, là, parce que c'est comme le côté, si on veut, le côté représentation publique verte des compagnies. On a pris des engagements, bon, ben, on le Canada les respecte pas. Ben, c'est ça. Puis là, bon, ils sont contents de dire que certains pays l'ont fait, mais ils sont venus à démontrer, puis ça, c'est plate pour nous autres, mais c'est la dure réalité. Le Canada a menti, a joué le jeu, et maintenant, il est reconnu comme un hypocrite, un renégat du climat. Vous ne m'encouragez pas, là. Ah ben non, ça veut dire que l'espoir réside dans l'action. Si on veut que ça change, là, on peut pas rester assis dans la cuisine, là, puis se compter des histoires, là. Faut prendre le temps. Faut faire quelque chose. Avant tout ça, est-ce qu'on peut être encore optimiste? Est-ce que la jeunesse qui pousse aujourd'hui est conscientisée au problème? Est-ce qu'on a progressé? On a eu une génération de jovialisme, puis de politicoillerie où tu savais plus si les écolos font de la politique ou s'ils font le job d'écolo. Bon. Mais la nouvelle génération, là, OK, parce que même dans la génération avant, il restait des militants qui ont... Puis, ben, nous, on a toujours été là, mais il y en a eu d'autres. Je pense à Patrick Bonnet qui est à Greenpeace, qui a travaillé longtemps à la QLPA, avec qui j'ai collaboré. Bon, ben il y en avait dans cette génération-là qui ont maintenu le drapeau, mais ils étaient, mettons, moins nombreux, parce que c'est ça, dans la stratégie qu'on a pensée, c'est qu'on va noyer le mouvement environnemental dans un paquet de nouveaux écolos qui vont être bien jovialistes, fait que la voix de ceux qui sont plus fermes va être diluée. OK? Bon, ben là, maintenant, il y a une nouvelle génération qui a tout compris, là. Ça fait plusieurs années là, que je collabore avec ces jeunes-là du collectif Antigone qui se sont attachés après le pipeline puis qui sont en prison ou qui sont en cours. Un nouvel organisme là, qui vise des objectifs très précis. Le vivant se défend. Et leur objectif, c'est de dire, ben là, on met une date d'échéance pour tous les pipelines. Et là, c'est des jeunes très bien instruits, des jeunes qui ont malheureusement comment je peux dire, l'angoisse existentielle, parce que là, moi dans pas long, on va être mort, là. Mais des jeunes de 30 ans, là, ils espèrent pouvoir vivre au moins un autre 30 ans. Mais quand ils regardent l'autre 30 ans qui s'en vient, ils le trouvent pas beau. Alors, ces gens-là, là, ils rient plus, là, du tout, là. Ils sont très sérieux. Puis là, ces gens-là pensent à leurs enfants, déjà conscients qu'on est acculés à la catastrophe, on la vit régulièrement, ça va toujours s'envenimer, les enfants vont y goûter encore plus. Bien, cette nouvelle génération-là va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus résolue, engagée. La désobéissance civile fait partie maintenant des choses qu'on doit faire. Et même les lois nous le disent, hein, depuis longtemps, on a oublié ça, là. C'était inscrit dans les lois fédérales et provinciales. Quand nos gouvernements n'appliquent pas nos lois ou ne défendent pas notre droit à la santé, notre droit à un environnement sain, la population, les citoyens et citoyennes peuvent invoquer les lois pour obliger les gouvernements à agir. OK? Bien ça, là, pendant longtemps, on l'a comme oublié. Il n'y avait que la QLPA qui le faisait. Bien maintenant, il y en a de plus en plus qui se disent, on n'a pas le choix. C'est ça ou ben non, on ne changera jamais au Canada. Aujourd'hui, la QLPA, c'est quoi? Aujourd'hui, la QLPA, c'est un groupe qui a accumulé plus de 40 ans. On est rendu à 41 ans d'expérience. La QLPA a atteint tous ses objectifs, OK? Et la QLPA laisse, si on veut, la place. Nous autres, on a toujours été des joueurs d'équipe. On ne s'est jamais pris pour les vedettes, là. On a toujours pensé que oui, on devait faire notre travail, mais il y avait de la place pour les autres. OK? Fait que nous, maintenant, on est à l'étape de dire, ben, on encourage la relève. On a fait l'analyse de ce qui se passe sur le terrain, puis qui sont ceux qu'on estime, mettons, à la hauteur de la job à faire, puis qu'on pourrait appuyer, là, qu'on pense qu'ils sont honnêtes, puis bon. Fait qu'on est rendu là à encourager la relève. On disparaît pas, là. C'est juste qu'on peut plus être au front tout le temps, d'autant plus que les deux
permanents, si on veut, bénévoles permanents, Jocelyne et moi, ben on a tous les deux eu des accidents graves dans mettons, depuis 1 an et demi, on a eu 2 accidents graves. Fait que ça nous a pas mal ralenti, mais en même temps, il y avait pas la vocation, mais la volonté de dire, ben là, il faut encourager la relève, parce que, bon, c'est pas vrai. Il faut ralentir, nous, puis laisser la place. C'est clair qu'il y a des cycles. On revient aux mêmes erreurs, on revient aux mêmes stratégies, puis si tu as quelqu'un qui a le fil conducteur à travers ça, qui peut donner l'information et expliquer « Non, regarde, ça s'est déjà vu », ben, on a des chances d'être capable d'être efficace. Mais quand on oublie ces choses-là, ben, on voit qu'on recommence. Les jeunes écolos qui n'ont pas cru les vieux écolos, OK? Parce que là, les vieux écolos, c'était des vieux chioleux, jaloux, que là, ils voulaient n'importe quoi, mais on alimente le feu en dessous là, pour mettre la pagaille, c'est bien sûr. Ben, les jeunes écolos qui n'ont pas voulu croire les vieux écolos réalisent que maintenant, ben, la job n'a pas été faite. Et on est rendu les pires au monde. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais la grande fierté de dire oui, au Québec, comme au Canada, on est vraiment des chefs de file. Mais après, on a continué à dire ces choses-là sans jamais rien faire. Et moi, je dis, ben, on était des chefs de file, maintenant, on est des renégats du climat. C'est un jugement dur que vous portez. Tabarouette qu'il y en a du monde qui mettent les bâtons dans les roues. Oh! C'est ce que vous nous racontez dans votre livre là, qui va sortir. C'est votre vue à vous, c'est raconter de l'intérieur à la première personne, j'imagine. Ouais. Et ça, ce qu'on voit ici, c'est le premier tome. C'est juste la moitié de votre histoire. C'est 20 ans sur 40. 20 ans. Oui, et ben c'est ça. C'est tous les dossiers qu'on a menés. Puis j'ai le bonheur, la fierté de dire qu'on a gagné toutes les batailles qu'on a menées. Mais, c'est pas courant en environnement. Ça. Non, c'est pas courant, puis ça coûte cher. Ça coûte cher, mais pas nécessairement en argent. Oui, ça coûte cher en argent, mais ça coûte des vies. Là, dans le sens que c'est une implication. Puis ma famille en a pâti beaucoup. Mais en même temps, tout le monde était solidaire. Il faut continuer d'arriver puis dire on va peut-être perdre la maison, puis des choses comme ça. C'était régulier. Là. Puis après ça, recevoir des poursuites de 5 millions, puis des menaces, puis des ci, puis des ça. Pas évident. Mais bon, tout est raconté dans le livre. Et pour moi, c'est important, comme je le disais, c'est un devoir de mémoire, ça. Parce qu'on apprend qu'on peut gagner les plus grandes batailles, mais on apprend aussi à reconnaître les stratégies tordues, les mécanismes, là, les pièges et tout ça. C'est un peu le message aussi que vous voulez passer à la génération qui va prendre la relève en disant voici ce qu'on a fait, puis essayer de vous inspirer de ce qu'on a fait. Oui. Puis comme on disait tantôt aussi, il y a des grandes conclusions à tirer de ça. Là. Bon, d'abord, il faut être capable de bien s'informer. On ne peut pas dire n'importe quoi. Là. Avant de dire quelque chose, là, nous, à la QLPA, on s'est toujours assuré que tout est vérifié, contre-vérifié, que personne ne peut venir nous revirer. OK? Bon. Mais il faut aussi avoir la modestie, là. Tu t'en vas pas jouer à vedette, dire c'est moi qui va sauver le monde, là. Pas de main, ça marche, là. Tu vas peut-être contribuer, là, tu vas amener ton grain de sable dans le carré de sable, mais c'est pas toi le carré de sable. Bon. Et bon, la solidarité aussi, là, ça c'est absolument important. Il faut apprendre à travailler, à collaborer ensemble. Ça prouve que l'espoir est permis. Ça prouve que quand ces principes-là, tu les appliques, ça marche. Oui, effectivement, vous avez raison. Le deuxième tome est déjà écrit, il est en route. Oui, le tome 2 sort en mai à peu près, là, mai 2024. Qui va compléter l'histoire, la deuxième tranche. Qui se termine fin 2022. C'est bon. Ça, c'est pour ce dossier-là, mais d'une manière générale, le QLPA, c'est vous, c'est votre conjointe, mais c'est aussi beaucoup d'autres mondes. Oui, il y a des centaines de personnes. Il y a un conseil d'administration qui vous appuyait dans ça aussi. C'est des gens
toute provenance. D'abord, je dirais, il y a des gens qui ont été là plus longtemps que d'autres. Alors, bon, moi, je suis là depuis le premier jour et je vais être là jusqu'au dernier. Il y a Jocelyne qui est là depuis plus de 35 ans. À travers ça, il y a eu aussi quelqu'un d'indispensable qu'on voyait encore moins parce que c'est ça qui est plate. Jocelyne, on la voyait pas bien. Il y a Lorraine, la sœur de Jocelyne, qui, elle, avait beaucoup d'expérience en tenue de livre, en comptabilité. Elle avait travaillé dans une caisse populaire. Il y a un conseil d'administration, il y a toujours un conseil d'administration, mais l'action sur le terrain reposait, mettons, plus sur les équipes. Puis bon, dans l'évolution de la QLPA, les bureaux régionaux, à un moment donné, sont disparus. On n'était plus capable de soutenir une structure aussi importante. Puis on avait gagné la bataille des plus acides. Donc, pour tout le monde, c'était une mission accomplie. On avait réussi, Bon. Mais il restait la QLPA qui a continué via la QLPA Beauce, qui était le bureau régional, et qui finalement deviendra le national, et qui fera que la QLPA, j'aurais beau aller n'importe où, la QLPA est toujours là, et j'en suis bien content. Et bien, si Jocelyne et Lorraine n'avaient pas été là, parce que la QLPA Beauce, c'était pas grand monde, là, c'était nous autres, bien, on a réussi à remonter, rebâtir, soutenir. Mais là, comme je disais tantôt, il y a des gens, je ne pourrais pas tous les nommer, j'en oublierais, mais il y en a tellement, il y en a des centaines à qui je voudrais dire un gros merci du fond du cœur, parce qu'au fond, si j'avais été tout seul, il n'y a rien qui serait posé. C'est la mobilisation, c'est le gros. C'est l'effort de tout ce monde-là pendant tout ce temps-là qui a fait qu'on les a gagnés, nos batailles, mais c'est aussi le fait que personne n'a joué à vedette. Personne n'a accepté des compromis en disant « mais moi peut-être avoir une bonne job ». Non, ça a toujours marché bien droit. Merci beaucoup, M. Bédil. Très intéressante discussion. Merci pour votre passion.